tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre format canapé avec un invité exceptionnel puisque je suis avec Simon Villiot et Sylvain qui est présent également ici. Simon, tu es parmi les éditeurs de chez Blam. Je suis le directeur éditorial de Blam. Directeur éditorial de Blam. Maintenant, on a des vrais titres propres. Eh ben, très bien. C'est tout nouveau. Je mets toujours une petite indication en dessous de ton personnage qui va apparaître à l'écran. Donc, ça sera marqué directeur éditorial de chez Blam. Blam, c'est une petite équipe. Vous êtes quelques-uns dans cette société. On est 2 salariés. Et comme d'habitude, la vidéo du canapé, vous connaissez sans doute maintenant le concept. On discute, on partage un petit peu ton expérience dans Blam, comment la société s'est construite. Et on va parler en fin de vidéo des nouveautés qui arrivent pour ceux qui connaissent déjà tout le début. Regardez quand même parce qu'on va faire quelques petites blagues et on va avoir l'occasion de découvrir plus en détail comment la société s'est construite et l'histoire de vos différents jeux depuis le début de sa création. Et comme d'habitude, vous allez me voir avec ce téléphone à la main. Je ne suis pas en train de vérifier mes mails. Je le dis à chaque fois parce qu'il y a des gens qui me font des remarques dans les commentaires. Non, c'est simplement que devant nous, nous avons un téléviseur qui va afficher des images sur lesquelles tu vas pouvoir réagir. Donc n'hésite pas à dire tout ce que tu veux. Je le dis à chaque fois, mais tu peux nous faire des petits commentaires croustillants. On ne les mettra pas, on les gardera pour nous. C'est monté. C'est super. Ça, n'est aucune hésitation là-dessus. Et moi, je change l'image qui apparaît avec mon téléphone. Donc c'est ce à quoi me sert ce téléphone. La première image, on la voit, c'est le logo de Blam, avec une petite montagne, une petite montagne qui évoque les Alpes. Qui évoque les Alpes, mais même le nom Blam en fait évoque les Alpes parce que c'est un acronyme. C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne connaissais pas l'acronyme. J'ai cherché un peu, je n'ai pas retrouvé. C'est Between Lake and Mountain, donc entre lac et montagne, et c'est vraiment, ça définit quand même très bien de là d'où on vient, parce qu'on vient d'Annecy, donc d'où les petites montagnes, et voilà, c'est le cœur géographique, et puis avec le Blam, le meeple, voilà, C'est un cœur géographique parce que les gens de Blam viennent tous d'Annecy. Eh ben, alors, on vient tous d'autour d'Annecy, clairement. On habite par là. On s'est tous forcément, au fur et à mesure de nos vies, un peu éloignés. Mais on s'est tous connus et on s'est tous rencontrés dans le café ludique, le repère, en fait, qui était, voilà, où on allait tout le temps. C'était notre repère, c'était le bon nom. Voilà, où tout le monde venait par là, on jouait, on était une bande de joueurs, de gros joueurs, on s'est pas mal... En fait, on a rencontré vraiment tout le monde du jeu là-bas, et aussi grâce à Ludocortex, qui à l'époque tenait le stand de l'As d'Or, etc. Donc voilà, on est aussi rentré assez vite dans le monde professionnel du jeu. Bruno Catala venait évidemment au repère, c'est là qu'on travaillait beaucoup avec lui sur les protos. Il y a eu les premières expériences d'édition entre Ludocortex et Bruno Catala, c'est un peu là que l'idée de Blam est née. Donc ouais, Annecy, c'est vraiment là où l'idée est née, là où était notre repère de jeu, là où on jouait tout le temps, etc. quoi. Donc, on entend très souvent parler d'Annecy dans le monde du jeu, puisque effectivement Ludocortex, mais ils font toujours, là il n'y a pas eu de festival de Cannes, mais je crois qu'ils gèrent toujours les As d'Or, donc pendant le festival de Cannes, c'est le stand sur lequel on peut jouer aux différents jeux qui sont sélectionnés. Voilà, il y avait l'association Annecy Ludique maintenant qui s'occupe de l'animation en partenariat avec Ludocortex. Et voilà, c'est vraiment, tout le monde a participé à la création de cette association, qui est quand même une belle association qui organise et fait les animations sur pas mal de salons. Donc ouais, Annecy, on y est très attaché, c'est là que le projet est né, c'est là que notre vie ludique, l'association, notre groupe de potes, de joueurs et tout ça s'est créé. Donc ouais, c'est... Et puis je me doutais qu'on parlerait de Bruno Catala à un moment dans cette vidéo. Ça y est, c'est fait. On essaie à chaque fois de parler de Bruno Catala, c'est fait. On est obligé en fait, il y a toujours une histoire autour de Bruno Catala. Par contre, vous n'avez pas de jeu de Bruno Catala. Non, on n'a pas de jeu de Bruno Catala. L'occasion s'est pas tellement présentée, il nous présente régulièrement des prototypes. Par contre, à la création de l'entreprise, au début, donc, on s'est créé autour de Celestia, je pense qu'on y reviendra. Mais en fait, l'entreprise on a vite connu un boom en fait avec Celestia qui a très vite explosé. Et au début, c'était vraiment un projet de potes en fait. On voulait pas, on a mis un petit peu des sous pour lancer le premier tirage et c'était tout. On voulait voir un petit peu ce que ça donnait. Du coup, on a eu une première explosion. Il a fallu aller assez vite pour aller à l'international pour relancer un tirage. Et on a ouvert les capitaux en fait de Blam. Et donc, il y a pas mal de monde, pas mal de copains autour de nous qui nous ont rejoints en mettant un petit peu d'argent dans l'aventure. Et il y a Bruno Catala qui était à l'époque associé dans Blam, Antoine Boza, voilà. Enfin, on a comme ça, oui, mais que c'était vraiment de l'argent pour nous aider en soutien parce qu'ils croyaient à notre projet, ils croyaient en nous, ce qui est... Parce que là, on voit sur la photo, à la base, Blam, c'est 4 personnes. C'est les 4 personnes qu'on voit ici. Ouais, c'est à peu près ça. C'est surtout
au tout début, les trois du fond, donc Claude avec les lunettes et Sébastien à droite et moi en rouge voilà, avec on est plus vraiment... de cheveux. Ouais, avec un peu plus de cheveux. Où voilà, on a vraiment porté le projet. Voilà, après une première fois où le projet était un peu mort-né, etc., on a vraiment porté le jeu jusqu'à l'amener à Célestia. Et dès que ça s'est concrétisé sur Célestia, il y a Christophe qui est arrivé dans l'aventure. Et donc voilà, on a été les quatre à tenir la baraque pendant quasiment 5 ans. Je pense qu'on y reviendra à la fin sur aujourd'hui comment on est. Mais voilà, tous les quatre, on a vraiment tenu la baraque de faire des jeux, gérer toute l'entreprise. Et c'est après toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'était vraiment de l'aide parce que il fallait nous aider à nous professionnaliser aussi. Oui. On a passé quelques coups de téléphone à Antoine, à Bruno, des conseils des fois sur la relation avec des auteurs, sur les contrats. Il y a des personnes qui nous ont aidés pour faire des urnes en bois parce que quelqu'un travaillait le bois. Je me souviens qu'on avait fait un truc sur Approximo au festival de Cannes un peu ensemble. Donc on a des belles urnes, des beaux éléments, des beaux célestials en 3D. Donc voilà, en fait, plein de monde nous aidait. Voilà, c'est devenu au tout début un peu un collectif où on était 14 personnes. Mais l'idée, c'était vraiment que nous quatre, on était le comité de direction, on pilotait Blam et autour de nous, les gens nous aidaient un peu comme ils avaient envie. Pas mal, c'était même juste de l'animation sur les salons, mais quand tu as des gens impliqués qui sont dans l'entreprise, c'est hyper précieux au début de pour lancer tes jeux, quoi. Donc là, on va revenir directement dessus. Les 4 personnes que l'on voit, qui sont les 4 historiques, les fondateurs C'est ça. de Blam. Est-ce que vous êtes encore les 4 dans la société? Oui, ouais, on est tous les 4 dans la société, tout à fait. Ouais, là, Sébastien et moi, qui sommes maintenant vraiment officiellement au comité de pilotage avec Christian, donc il vient de rentrer dans l'entreprise, qui a racheté pas mal de parts pour faire quelque chose d'un peu plus carré, et aussi parce que le monde du jeu se professionnalise, donc même en termes d'administratif, de gestion des risques et tout ça, on sentait qu'on avait besoin de passer à un gap supplémentaire. Oui. Tu parles de Christian qui n'est pas sur la photo. Voilà, je parle de Christian qui n'est pas sur la photo. Christian Molinari. Molinari, exactement. Voilà. Là, c'est Christophe sur la photo. Oui. C'est ça. Christian Molinari qui est l'éditeur de Abeille. De Abeille, c'est ça, qui à la base fait beaucoup du jeu pédagogique, éducatif, autour des gestes qui sauvent, qui a un réseau un peu différent, parce qu'il vend beaucoup en pharmacie, des choses comme ça, qui a une vision très, très large du monde du jeu, mais aussi qui a toute une partie de l'entreprise qui est dédiée à la fabrication sur demande. Et nous, en fait, c'est notre partenaire depuis le début. Donc, en fait, c'est pas un rachat de quelqu'un qui arrive et qui est là-dedans. C'est plutôt notre partenaire historique depuis le premier tirage de Célestia. C'est notre fabricant, en fait. Oui. Et au fur et à mesure, pendant 5 ans, la relation de simple fabricant a un peu évolué. Et maintenant, il fait partie il a fait partie de nos conseils en gestion de fabrication, comment optimiser les choses, comment aller plus loin pour que les jeux soient plus qualitatifs, comment gérer des stocks, comment gérer des approvisionnements de certains éléments qui viennent de Chine, comment optimiser les choses en termes de grammage, d'optimisation des punchboards. Donc voilà, tout naturellement, il est arrivé de juste prestataire où je fais ce que vous me demandez, il est arrivé à nous influencer pour qu'on se professionnalise sur ce côté de fabrication. Pour aller à l'étape du dessus. Du dessus, exactement. Parce que plus on fait des tirages, plus il faut faire attention à plein de choses. Et donc ça a été en fait un peu logique, parce que dans l'entreprise, soit on essaye de maîtriser un petit peu les différents gestions, donc passer que ce soit la fabrication qui soit encore un peu plus intégrée dans la partie éditeur était vraiment quelque chose de logique. Donc maintenant, Christian Molinari est dans l'entreprise, c'est le président, c'est lui qui chapeaute tout, c'est lui maintenant qui m'aide beaucoup sur le côté administratif, prise de décision stratégique, des négociations. Voilà, et c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu, donc moi je me retrouve aussi un peu moins tout seul à prendre ces décisions qui sont très importantes et cruciales pour l'entreprise. Donc moi j'ai quelqu'un qui peut vraiment s'appuyer. Sébastien est plutôt là en membre historique sur Blam, etc. Donc tous les trois on est au pilotage. Claude est toujours évidemment associé comme Christophe, mais Claude est donc le deuxième salarié. On est 2 salariés en fait dans Blam, et donc Claude est notre directeur artistique. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la gestion des illustrateurs, de la PAO. Il a aussi tout un passé d'agence de communication, donc il s'occupe aussi avec moi d'écrire des textes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Cube sur Paris à l'époque, il écrivait des super articles, donc c'est aussi quelqu'un qui écrit très bien. Donc voilà, à tous les deux, on s'occupe aussi pas mal de tout ce qui est marketing, communication, grâce à nos parcours un peu respectifs. Donc c'est une petite société, mais on voit qu'elle évolue. Très souvent, moi je suis intéressé par cet aspect-là dans
dans les maisons d'édition de voir le départ qui était associé, je vais mettre une image quand même de Celestia, qui était associé à Celestia. C'est ça. Ah bah c'est Cloud9, Cloud9, exactement. C'est la boîte de base que j'avais, moi. Je crois qu'elle est plus au chalet, mais on l'a eu pendant un moment. C'était le jeu qui a inspiré Celestia. Ouais, plus qu'inspiré. Hein. C'était, en fait, quand on a créé l'entreprise, évidemment, Bruno n'était pas encore associé à l'entreprise, mais il nous présentait des jeux, etc. Et c'était toujours un peu compliqué. On n'avait pas d'expérience dans le monde du jeu, on n'avait pas tout ça, on n'avait même pas vraiment de distributeur. On savait juste qu'on voulait faire un jeu. On voulait pas forcément rajouter un jeu n'importe lequel, quoi. On avait une envie de quand même ajouter quelque chose d'intéressant. Donc on a vu passer plein de prototypes différents, de différents. Claude est aussi auteur de jeux, c'est lui qui a fait Otis. Oui. Donc oui, on a vu ces prototypes. Moi je fais plutôt du jeu sur commande, mais aussi j'avais quelques prototypes, donc on travaillait un peu comme ça. Mais c'est pour ça que je dis que le projet était mort-né, c'est qu'en fait au bout d'un moment on était parti de quelque chose, puis finalement ça s'est un peu arrêté parce qu'on ne trouvait pas de projet concret à vraiment qui valait le coup. Et un jour Claude a ramené sur la table et a dit regardez, j'ai retrouvé Cloud9 chez moi. Il faut qu'on joue, donc on a joué. Et en fait, ça nous a semblé le projet parfait pour se lancer parce que il y avait une base qui était hyper intéressante. C'est un jeu qui était plus vendu ni en France ni dans le monde, qui avait quand même eu un succès, donc ça nous paraissait un bon point d'accroche quand même. Mais on avait un vrai boulot d'édition. Ah oui, ça Cloud9, le matériel était un peu chiche. Mais du coup, c'était super intéressant pour nous, pour apprendre le métier, en disant presque le game design de base et le jeu a déjà été validé. Donc on sait que sur ce côté-là de choix, on se plantait pas trop. Par contre, il y avait à raconter une histoire, à concevoir un nouvel aéronef pour que ça puisse le faire. En game design, il y avait des choses. Avant, c'était une piste qui était affichée, donc ça posait des problèmes en fin de partie. Parce qu'en fait, tu voyais le score de l'autre, donc du coup, tu voulais pas le suivre, donc on a rajouté des points cachés. Enfin, on avait vraiment un travail d'éditeur qu'on savait pas trop, tout en s'enlevant ce côté comment on choisit un jeu, quoi. Et puis l'aéronef a beaucoup joué dans le succès du jeu. J'ai l'impression, en tout cas, nous, des échos qu'on a eus, c'était juste après Colt Express. C'était juste après Colt Express. Bon, nous, on se souvient, moi, le Cannes où Colt Express a gagné, moi j'étais allé voir Cédric quoi, en disant voilà, on bosse sur un jeu, comment t'as fait, comment vous avez conçu votre truc là, parce qu'on est en train de le faire. Et du coup, on sait pas trop. C'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, ils avaient fait comme nous, ils avaient fait 300 essais, puis à la fin, ils avaient validé le truc. Donc ça m'a aussi un peu rassuré en me disant ok, en fait, on est en train de faire comme il faut. Parce que, quand on découvre tout, on se demande quelle est la bonne manière, comment on conçoit un truc comme ça. Est-ce qu'en fait, il faut concevoir les forces, les machins, aller jusqu'au bout, ou est-ce que non, il faut juste que ça tienne. Donc en fait, voilà, il y a eu tout cet apprentissage-là, et ça nous a poussé, et aussi ça nous a donné une ligne directrice qui était sur l'imaginaire, sur d'avoir du matériel ou des histoires ou un gameplay qui est très immersif, et ça nous a vite guidé, donné une ligne directrice. Ça a été du coup beaucoup plus simple pour la suite, jusqu'où pour choisir nos jeux, même s'ils ont pas du tout eu le même succès que Celestia, mais au moins d'un coup on s'est dit ok, on sait ce qu'on aime faire, on sait ce qu'on sait faire aussi parce que le Celestia a marché, donc ça nous a pas mal guidé au début. Et tu parles de succès, c'est un aspect. Alors j'ai pas envie de dire que c'est un coup de chance, parce que c'est pas forcément un coup de chance. Quand on fait un bon jeu, qu'on l'a bien travaillé, qu'on l'a développé, c'est jamais de la chance. Par contre, dans le monde du jeu, il y a souvent des coups de malchance, des très bons jeux qui sortent pas au bon moment ou pas avec le bon matériel, pas la bonne publicité, qui fait qu'ils ne rencontrent pas le succès qu'ils auraient dû avoir. Ça n'a pas été le cas de Celestia, il a très très bien fonctionné. Ça a permis de vous lancer, ça, le succès qu'il y a eu avec ce jeu. Clairement, mais je te rejoins assez sur le côté chance. Il y a plein d'aspects. Bon, il y avait Cloud9 qui faisait qu'on avait quand même un bon point de vue sur les trucs, mais les chances à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à aller voir BlackRock, on cherchait un distributeur, donc on allait voir un peu tout le monde, on présentait un jeu, on dit voilà, on fait un Cloud9, on a concrètement montré la moitié de ça, et encore, en disant voilà, c'est ça notre idée, c'est ça qu'on veut faire, etc. Et tous les distributeurs nous ont dit ok, on a envie. Donc on a pu choisir notre distributeur, ce qui était une chance, mais ça nous a aussi montré qu'on avait fait plutôt le bon choix. Mais par rapport au monde du jeu d'aujourd'hui, c'est inimaginable de pouvoir rentrer chez un distributeur avec ce qu'on avait montré à l'époque. C'était en 2015, c'est ça ? Ouais, c'était en 2015. Donc on a eu de la chance. Au Essen, sur laquelle il est sorti, il y a eu des retards de Haru Ichiban et de Aya. Donc Essen, on s'est retrouvé, au lieu d'avoir 2 tables sur l'espace de BlackRock, on s'est retrouvé à avoir les 6 tables parce que les 2 autres jeux sont arrivés plus tard. Alors c'est malheureux pour les 2 autres jeux, mais je pense que ça a donné aussi tout de suite un aura un peu supplémentaire à Celestia, bien que je pense qu'il aurait marché peut-être tout autant. Mais oui, parce que c'est pas tout à fait le type de jeu qui fonctionne sur Essen. C'est ça.
Mais du coup, il a super marché. Enfin, nous, c'est notre plus grosse vente qu'on a jamais fait sur Essen. Pour BlackRock, il n'y a pas si longtemps, ça l'était aussi. Donc, ça reste un énorme succès de Essen. Donc, ça a donné cet entrain-là. Il a eu la visibilité. Et puis, je pense qu'il avait... avec cet aéronef, c'était encore nouveau. Il y avait Colt Express qui avait fait un truc assez fou avec ce 3D qui avait marqué tout le monde. Nous, on est arrivé avec Celestia. C'était pas encore la norme en fait d'avoir tout ça. C'était pas la norme d'avoir des illustrations aussi poussées et immersives. Donc la chance, ça a été que je pense qu'on a sorti le bon jeu au bon moment avec le bon distributeur. BlackRock était à l'époque petit, on sentait, nous on a choisi d'aller chez BlackRock parce que on aimait cet esprit de famille, ce côté de se dire si on va avec eux, on sait que ce sera pour tous nos prochains jeux, etc. Mais du coup, voilà, c'était une bonne concordance pour que le jeu nous lance et nous a vraiment lancé, quoi. Ça nous a permis de continuer assez vite, quoi. Et donc on disait 2015, là en 2021, vous en vendez encore? Ah oui, on en vend encore et c'est toujours quasiment nos plus grosses ventes. D'accord, oui. Ouais, c'est partout dans le monde. On va atteindre les 200 000 exemplaires dans le monde à la fin de l'année normalement. Donc ça reste un super succès, ça reste quelque chose dont on est très fier, qu'on a continué, comme tout le monde sur la vidéo, qu'on a continué à développer avec les 2 petites extensions. Ça a été un travail très intéressant sur les extensions. Parce que c'était pas tout à fait notre volonté, et puis Celestia est un jeu quand même très épuré, et du coup c'était pas facile de rajouter des extensions, et à la base on n'avait vraiment pas voulu le faire, parce que c'est quelque chose qu'on nous a vite dit, ça fonctionne, il faut le relancer, et en fait on a attendu 2 ans pour sortir la deuxième, et 3 ans pour celle d'après, et du coup il a fallu pour la première fois, je pense, vraiment se mettre à l'écoute des joueurs, et je pense que ça a été aussi un tournant assez clé dans l'histoire de Blam, mais en tout cas moi dans ma perception des choses, c'est que d'un coup j'ai eu un réflexe de me dire attends, les gens demandent une extension, qu'est-ce que les gens autour de la table se disent? Et la première chose que les gens se demandent autour de la table, c'est et je peux pas aider le capitaine? Et en fait l'idée de base de la première extension, donc c'est coup de pouce, c'était ça, c'était se dire attends, au lieu de créer une extension comme nous on a envie de le faire parce qu'on connaît le jeu, créons une extension sur ce que demandent les gens. Et d'un coup, on s'est rendu compte que ce que voulaient les gens, c'était un peu céder, etc., ce côté un peu coopératif. Donc on a dû travailler une mécanique avec coup de pouce qui fonctionne assez bien, avec ses cartes cachées, etc., qui permet à un moment d'aider le capitaine. Et avec coup de théâtre, c'était un peu la même chose. Les gens à un moment disent « Attends, c'est dégueulasse, je suis en train d'aider les autres en tant que capitaine. » Et donc on a rajouté un élément 3D. Donc les extensions sont vraiment venues d'écoute autour de la table. Et ça fait partie des extensions qui marchent encore très bien, parce que c'est un tout petit prix. Oui, c'est une toute petite boîte. C'est les extensions, un petit paquet de cartes. C'est ça, c'est 32 cartes, et puis même dans le coup de théâtre, c'est 10 cartes, mais parce qu'il y a des petites punchboards dedans. Donc c'est vraiment des toutes petites extensions, mais qui, comme elles se focalisent vraiment sur un élément nouveau du jeu, le fait de pouvoir aider ou le fait de pouvoir partir tout seul, en fait c'est des extensions qui sont assez fortes, qui ne cherchent pas à faire 100 millions de choses, mais qui se focalisent sur un élément du jeu, et ce qui permet de les insérer, de les enlever, de les remettre assez facilement. Et ça a été un travail assez intéressant, et c'est assez drôle, c'est que sur Chakra, donc on a aussi sorti les extensions Yin Yang, et on a mis du temps à se redire ça en fait, à se redire attends, sur Chakra on savait que c'était voler le coup de faire des extensions pour faire vivre le jeu, d'ailleurs ça a vraiment redonné un coup de boost après le confinement pour remettre le jeu, donc c'est super, mais c'est pareil, il y a un moment à dire il faut qu'on se base sur ce que les gens disent et ont envie, et sur Chakra on y reviendra peut-être un peu plus en détail après. Quand tu veux, si tu as envie de nous parler de Chakra, n'hésite pas. Non mais parce que je fais maintenant vraiment le parallèle entre le travail des extensions de Celestia, où on a écouté les joueurs pour développer les extensions. Sur Chakra ça a été la même chose, les gens adoraient Chakra, et tout en nous disant ouais mais la rejouabilité c'est toujours un peu pareil, ouais mais il n'y a pas beaucoup d'interaction, et du coup c'est un moment où on s'est dit attends, l'auteur avait des idées, mais il faut que ces idées correspondent à ce que ont envie les gens. Et les gens nous font ces retours sur la rejouabilité et sur l'interaction, donc il faut qu'on travaille des modules là-dessus, quoi. Et on voit que c'est quelque chose qui marche, et c'est assez difficile en fait, parce que quand on développe des jeux, en fait on est assez tout seul en tant qu'éditeur, on travaille avec l'auteur, on fait nos playtests, mais nos playtests on le fait sur des jeux qui sont pas finis, donc du coup on essaie d'écouter ce que disent les gens, mais en même temps il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on écoute, parce qu'on sait qu'ils disent ça, parce que ergonomiquement c'est pas fini, parce que dans le matériel on n'a pas fait certaines aides. Et d'un coup, de pouvoir se dire sur ce jeu fini là qui est très bien, qui marche, il y a quand même
des gens qui ont envie de quelque chose, et c'est ça qu'il faut réussir à se remettre en branle pour essayer de trouver les petits mécanismes qui cassent pas tout, mais qui permettent d'aller au-delà. d'un peu plus. Ouais. Et je vais faire une question qui est un peu osée. Oula. Je pars dans la Tu fais question. ça, toi? Oula. Ça vaut le coup les extensions financièrement aussi pour l'éditeur? Oui. Ouais. Alors ça vaut le coup à plusieurs... c'est ouf. Non mais je me lance là. C'est fou, quoi. Je sais pas T'es si pas je- obligé d'y répondre. Hein. Vraiment, là, c'est ce qui te prend. C'est pas le mot que je cherchais, mais en fait, Osé. on est presque en direct là. Sache-le. Faut que les mots sortent vite. J'ai Très bien. pris celui qui venait. Oui, alors ça marche à deux niveaux. Ce qu'il faut se dire, enfin en tout cas nous ce qu'on s'est dit, c'est quand on sort les extensions, la première envie, c'est pas nécessairement de faire de l'argent sur l'extension, c'est Oui. de redonner de la visibilité au jeu. En fait, ce qui est très dur aujourd'hui dans le monde du jeu, c'est de réussir à faire vivre nos jeux. Oui. C'est-à-dire, mon jeu sort, 2 semaines après, il se vend plus, c'est fini. Donc Et- l'extension, c'est une des solutions pour remettre le jeu sur Voilà. le devant de la Donc il scène. faut que le jeu s'y prête, il faut réussir les extensions pour pas que ça casse le jeu, donc c'est toujours un... Mais la question financière, elle se pose très souvent parce qu'il y a plein d'éditeurs qui nous disent bah, ce jeu-là, je vais pas le retirer, je vais pas faire d'extension parce que ça vaut pas le coup, ça fait un tiers des ventes. Ou je connais pas la proportion exacte, ça doit dépendre des jeux évidemment, mais c'est pas toujours rentable pour un éditeur. Oui, c'est pas toujours rentable, mais c'est pour ça que je pense que les extensions, il faut le faire sur des jeux qui ont déjà une base, Oui. qui fonctionnent, pour pousser un peu le jeu, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà le jeu, qui l'aiment, vont pouvoir y retourner, donc vont pouvoir le repartager à d'autres personnes. Et puis en termes de communication aussi, ça permet d'en reparler à des boutiques, ça permet aux boutiques de les remettre en avant. Je pense que c'est beaucoup ce qui s'est passé pour Chakra. Quand l'extension est sortie, ça a permis que les boutiques le ressortent, voient l'extension, et du coup ça a permis de refaire presque une sortie de Chakra juste avant Noël qu'il a remis, et du coup ça le remet dans une dynamique. Donc après, il faut faire attention, il ne faut pas devenir faut pas en faire trop, parce que tu tombes dans l'effet inverse. Mais oui, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on part du principe que c'est 10%. C'est-à-dire qu'un jeu qu'on a vendu peut-être 30 000 exemplaires, tel Ouais. qu'a le Chakra, on s'est dit, on fabrique 3000 extensions du jeu, et on voit ce que ça, de l'extension, on voit ce que ça donne. Ça a très bien répondu sur l'extension, donc on a monté un petit peu, puis on arrive à un plus gros pourcentage. Mais voilà, c'est sûr que les extensions, c'est aussi un peu compliqué pour les fans, hein, parce que les fans, on aime un jeu et on veut que le développer, on veut un retirage pour une nouvelle version, on veut des extensions, mais quand un jeu, c'est pas beaucoup vendu, hein, Ouais, c'est à 3 à 5 000, voire même 10 000 exemplaires, c'est compliqué de sortir une extension, parce qu'à 10 000 exemplaires, en gros, si tu arrives à en vendre 2000, ça va être très bien, et tirer à 2000 exemplaires, c'est assez compliqué, sachant que les extensions doivent être à petit prix. Souvent, il faut quand même un peu de matériel pour que ça aille dedans, il y a le coût des illustrations qu'il faut amortir, donc c'est intéressant, mais il ne faut pas nécessairement le voir comme que le côté financier, il faut le réfléchir au bon moment de le lancer, il ne faut pas la balancer ton extension au milieu de tous, au milieu de tous les jeux. Il faut que vraiment tu l'intègres toi dans ton planning, à mon avis, pour que l'extension soit un vrai moteur. C'est un vrai plus pour le jeu. C'est ça. Et Chakra, c'est un jeu, moi, quand il est sorti, j'avais pas trop accroché, malgré les super illustrations qui m'avaient attiré l'œil, de Claire Conan, je crois. Exactement, ouais. Et ce jeu-là, j'y ai rejoué il n'y a pas très très longtemps, finalement, sur Board Game Arena. Ouais. On organise des tournois, et on a organisé un tournoi sur Chakra. Ouais. Et j'ai redécouvert à quel point le jeu était bon. Mais des fois, sur la première impression, vous le savez, si vous nous regardez, on joue... Bah, en moi, fait, j'avais joué à Cannes, je crois. C'est ça, Oui, ce que Dans je des veux dire, mauvaises conditions. C'était à Cannes un dimanche soir, c'était Ouais. la fin de festival. Ouais, Il je m'en restait souviens. 1 heure avant de. Puis Ouais, on ça. était en mode un peu boosté parce que le festival allait se C'est ça. terminer, donc on n'a pas eu le temps de le savourer. Oui. Ouais, ouais. Ouais, Donc, c'est un jeu qui s'y prête j'avais aussi. trouvé ça très, très bien, mais je me suis dit, c'est pas mon type de jeu, et en fait, c'est faux. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer sur Board Game Arena, et Il s'est il prêt est de aussi. ce fait depuis sur table. Ouais. Donc, si vous aviez eu la même expérience que moi, n'hésitez pas à y refaire un petit tour, soit sur Board Game Arena, soit si vous avez la boîte, ressortez-la. C'est vraiment un très bon jeu. Merci. Alors, Blam, ça m'a évoqué des onomatopées. Ouais. Donc, je me suis dit que ça vaudrait le coup de tester un peu ta connaissance de tes jeux en fonction non pas des éléments du jeu, mais du bruit qu'ils génèrent. Donc, on va Ouais. te proposer un petit test. On va te bander les yeux si jamais tu acceptes. Oui. Et on va te faire écouter ton jeu. On va faire tomber des éléments pour provoquer Ouais. quelques bruits. Il va falloir que tu reconnaisses les différents jeux de la gamme. Très On bien. va voir si tu as le niveau. Alors, on a sorti 3 jeux. Le but, ça va être que tu en trouves Ouais. Au moins 3. Au moins 3, tu crois carrément?
Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Premier jeu. Bon, il y a plusieurs éléments identiques, donc je vais en prendre d'autres. Je dirais que ça roule. Alors ça c'est Time Arena et c'est des sabliers. Bravo! 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 Un Un point! C'est le seul truc un peu rond hein, qu'on a dans nos jeux. On passe directement au deuxième jeu. Pour un deuxième point. Alors on l'entend peut-être à la caméra, j'espère pas, mais il y a un marteau-piqueur qui travaille à côté. Donc ça fait pas partie du jeu, hein, cet élément-là. Sauf si t'as un jeu avec des marteaux-piqueurs. Non. Alors ça doit être... Alors soit c'est chakra, soit c'est Baby Bag, parce qu'il y a plein d'éléments qui tombent. Et du coup, on bouge les éléments. Ah, bah, tu Ouais, vas je être pense troll. que c'est chakra avec Ah le oui. plastique. Oh là là, mais quel talent! Trop gentil. Deux Quel sur talent! trois. Comment Ah, ça, c'est- je serais gentil, ça m'étonne. En même temps, il faut qu'on trouve, parce que ça serait juste des cartes dernier jeu. Alors j'ai pris un élément, il y en a beaucoup d'autres. J'espère que cet élément va suffire. Je suis pas sûr. Hein. Il faut qu'il y ait un peu de difficulté quand même. Attends, je vais relancer le verre. Bon, c'est des dés. Bravo. Et si c'est vert, ça doit être du Naya. Bravo, Dinaya. Mais c'est un sans faute, tu peux enlever le masque. Bon, on voit l'éditeur qui s'y connaît vraiment très bien sur ces différents Je jeux. sais que tu serais très mauvais en Julien Lepers, toi. Faites votre propre avis. Donc Edenia, On enchaîne avec Edenia, effectivement, Ouais. c'est un petit jeu, c'est votre deuxième jeu. c'est notre deuxième jeu, tout à fait. Un jeu de Mathieu Lanvin, Ouais, qui fait partie de nos habitués, il vient très souvent Ah au bah chalet, oui. Mathieu. C'est un bon copain. Ouais. C'est un jeu qu'il avait présenté au concours de Boulogne-Billancourt, C'est ça, si il je avait me gagné, souviens ouais. bien. Il avait gagné avec, Ouais. je crois qu'il l'a gagné 3 fois. Et c'est l'une des fois où il l'a gagné. Ouais. Et vous avez été l'heureux élu qui l'a édité. tout à fait. Ouais, il nous l'avait présenté à Ludimania à Dijon. Donc c'était assez chouette. Ça a été assez compliqué de trouver un jeu après Celestia. Oui. Parce que quand tu as un jeu qui cartonne, tu sais pas trop comment choisir le deuxième. Du coup, avoir un jeu qui était un peu déjà primé à Boulogne-Billancourt, etc., c'était quand même une bonne chose, en tout cas pour nous mécaniquement. Et puis, ça a été notre première expérience là, vraiment d'éditeur complet, c'est-à-dire où on prend un jeu, on travaille avec un auteur, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais sur Celestia, l'auteur nous a complètement donné les mains libres. D'accord. Ouais. Dès qu'on lui a dit qu'on voulait la distribution au monde, que BlackRock était avec nous, il a dit ok, allez-y. On a commencé à échanger avec lui, puis il est un peu passé à autre chose dans sa vie, lui. Donc Célestia, on travaille quasiment tout seul dessus. Ouais. Mais il a quand même revu, juste pour finir avec ça, il a quand même revu le résultat par Ah non, rapport à bien son sûr, jeu il adore, il est fan, Ouais. il est au courant de tout ce qui se fait autour de Celestia. Mais voilà, travailler même sur les extensions, on lui a pitché les éléments, mais c'est nous qui les avons développés D'accord. en interne et ça se passe très très bien avec lui. Mais voilà, voilà, dans sa vie, il est un peu passé à autre chose. Puis là, en plus, avec le Covid, il a plus trop de testeurs non plus, parce qu'il a continué à avoir quelques idées, mais voilà, il a un peu passé à autre chose. Du coup, là, Edenia, ça a été notre première expérience vraiment de collaboration avec un auteur. Et donc, on avait choisi ce jeu parce que, comme Celestia, il nous permettait de raconter une histoire, cette histoire d'exploration. Du mouton volant, c'était aussi intéressant parce que le prototype de Mathieu racontait déjà cette histoire-là. Du coup, on s'est dit, ok, on a quand même déjà quelque chose auquel on ne veut pas toucher. Et donc, ça nous donne une base assez solide. Mais voilà, ça a été une super aventure parce que ça nous a poussé à vraiment la travailler avec un auteur, c'est-à-dire Oui. comment on gère un auteur, comment on lui fait des retours, comment on le fait travailler parce que nous, on a des convictions qui sont peut-être pas Oui, bien toujours sûr. les siennes. Pour lui aussi, ça a été un moment assez décisif. C'est le moment où il est arrivé chez Blue Orange. Chez Blue Orange, c'est ça, c'est au tout début. Donc il y a eu une petite boîte noire aussi, à un moment où lui pouvait plus travailler sur le jeu, qui nous a permis d'avancer un peu. Ça nous a aussi, de notre côté, montré qu'il fallait pas forcément toujours tout dire de toutes les étapes de création. Ça valait le coup des fois à un moment de faire une petite Ouais. boîte noire en disant voilà, on travaille sur ça, on te revient dans 3 semaines, dans un mois, pour qu'on ait eu le temps de nous digérer les éléments et de lui présenter. Et d'ailleurs, au moment où on a présenté les éléments finaux, il était tout à fait convaincu de ce qu'on avait Ouais. présenté, alors que la direction, au début, il n'était pas forcément d'accord. Mais du coup, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà,
l'écriture de la règle avec plein de petites bêtises, de jeux de mots débiles et de Ça, références de Mathieu, science-fiction. je pense qu'il aime bien. Voilà. Et c'est un jeu qui est toujours vendu Pas du actuellement tout. Par C'est contre, terminé lui, c'est plutôt notre plus gros échec commercial. Et on en a fait que pour la France. Ça s'est vendu qu'en France. Il n'a pas du tout trouvé sa place à l'international. C'est un jeu qui est entre le jeu pour enfants et le jeu familial. Donc il est un peu entre. Familial, il est un jeu entre un peu tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous plaît à nous parce qu'on y voit de la stratégie vraiment. En même temps, je pense qu'il serait. Aujourd'hui, il aurait bien plus sa place qu'il y a 4 ans. Parce que j'ai l'impression qu'on a passé un peu un gap au niveau des jeux familiaux où on peut se permettre de faire un petit peu des choses un petit peu plus compliquées. Les gens ont un peu plus l'habitude de découvrir des règles progressivement, d'avoir des petits choix à faire. Nous, on est arrivé là avec une idée de tu lances ta partie dès le début et dès que tu trouves un nouvel élément, tu lis la règle de cet élément-là. Donc on n'a pas su bien l'expliquer. Je pense qu'on sortait aussi un peu de l'euphorie de Célestia. Faut pas se leurrer. Ça, c'était notre premier jeu complet de A à Z, donc on a fait des erreurs en termes de prix aussi. Il était peut-être un peu cher pour l'époque, mais on n'avait pas vraiment le choix, comme tu l'as dit, quand on est tout petit et qu'on en fabrique 3000 ou 5000, on n'a plus vraiment le choix. Donc on a énormément appris sur Edenia, vraiment beaucoup, et malheureusement ça n'a pas été un succès, même si il marche toujours très bien. Moi, quand je fais des animations, c'est vrai, avec nos jeux sur des écoles, des choses comme ça, je sors assez régulièrement Edenia. L'attrait des figurines est là, l'attrait des jolies petites planètes est vraiment là, mais c'est un jeu qui n'a pas trouvé son public ou que nous, on n'a peut-être pas su choisir son public. Oui. On a voulu trop toucher à tout. Il aurait peut-être fallu pas aller du côté trop enfant, pas aller du côté famille ou aller vraiment mieux le sélectionner. Et c'est encore le moment où vous posez la question de finir tous les noms des jeux par IA. Alors c'est... Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Oui, il y en a quelques-uns. C'est pas volontaire. C'est un consensus en fait qui se fait qu'on aime bien, ça sonne bien, mais non, c'est pas du tout volontaire. Ensuite, cette lettre finale a changé avec Doggy Bag. Je ne les fais pas forcément dans l'ordre. Parce que alors là, pour l'instant, tu es dans l'ordre. Pour l'instant, je suis dans l'ordre. Ouais. C'est un jeu d'Antonin Bocara. Tout à fait. Dans lequel on fait des paris avec des... Tout à fait. C'est du stop ou encore. C'est un stop ou encore. Avec des autres chiens. Voilà, avec des autres chiens. Des os pour les chiens. Des os pour les chiens. On est des voleurs d'os. On vit dans le manoir de Fagin. On a placé ça un peu dans l'univers d'Oliver Twist, mais c'est vraiment juste un petit truc à côté, histoire de raconter des choses. Ça a été une collaboration exceptionnelle avec Antonin Bocara. De toute façon, collaborer avec Antonin Bocara, c'est toujours exceptionnel. Ouais. Et indépendamment du succès des jeux, parce qu'ils ne rencontrent pas tous le même succès. Il marche bien, Doggy Bag ? Alors, maintenant, il est fini. Ouais. On n'en a plus, mais oui, c'est un jeu qui a fonctionné. On est J'ai eu jusqu'au peur. bout. J'ai cru que tu me disais, maintenant le jeu est terminé, c'est bon, on a les règles. non. Il n'y a plus de stock, il n'y a plus d'intérêt à l'international, donc on le retire pas. Mais oui, c'est un jeu qui a trouvé son public, il a fait un petit peu d'international, je pense qu'on a dépassé les 10 000 exemplaires dans le monde, donc voilà, c'est quand même un jeu qui a un petit peu fonctionné. Nous, ça nous a pas mal... ça nous a apporté beaucoup, cette collaboration, parce que après le travail avec Mathieu, ça nous a permis de voir comment on pouvait, en ayant appris avec du travail avec Mathieu, comment on travaille avec Antonin, ça s'est super bien passé. Ça nous a appris aussi comment raconter des histoires, et puis ça nous a appris aussi pour nous à pas s'attaquer à plus gros que soi, parce que clairement, et ça, quand on a sorti le jeu, on s'est dit il ressemble à Skull and Roses. Ah oui. Et ça pourrait être un Skull and Roses un peu joli, un peu plus famille, qui attire un peu plus les familles qu'un Skull and Roses qui peut être un peu trop sombre, quoi. Et c'était vraiment ça notre idée, qui était assez réussie, parce que de toutes les critiques qu'on a eues, c'était vraiment ça. D'ailleurs, les gens qui aiment le jeu reconnaissent ce côté-là, un peu plus poussé avec des petits pouvoirs spéciaux, etc. Mais en fait, les boutiques, quand elles ont un jeu qui fonctionne, quand un jeu fonctionne, c'est ce jeu-là qui se ment, et des boutiques, elles n'ont pas une place... une grosse place, donc c'était un peu soit Skull, soit Doggy Bag. Une fois que Doggy Bag, la nouveauté est sortie, c'était un peu fini. Donc voilà, ça nous a appris aussi beaucoup de choses. On apprend beaucoup de façon en sortant des jeux, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut se dire, quoi. Surtout quand on a la chance de réussir à dépasser les 10 ou 15 000 sur un jeu, qui te permet aussi de renforcer ton côté artistique avec des couvertures, ça nous a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est pas refaire les mêmes bêtises, quoi. C'est cette aventure-là que j'aime bien écouter. On va passer ensuite à des localisations. Tout à fait. Je vois 2 localisations. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Space Explorer, c'est un jeu dans lequel on va jouer avec des cartes. Ouais. Noria, c'est plus gros, oui. c'est plus volumineux. C'est Tout à un fait. de vos plus gros jeux, d'ailleurs. Ouais, c'est en un de termes nos de plus complexité. gros. Tout à fait.
Alors, Noria, c'est vraiment. Les deux localisations, c'est vraiment des partenariats avec BlackRock. C'est eux qui nous apportent des jeux. On choisit si on veut les faire. Et le deal, c'est vraiment pour nous qu'on prend un jeu, on s'occupe de la traduction, de la communication, du suivi, etc. Donc, c'est des jeux auxquels aussi BlackRock croit un petit peu. Donc, c'est super intéressant. C'est deux optiques complètement différentes. La première localisation, ça a été Noria. Et en fait, quand on nous a proposé Noria, on était en train de développer Néméton. Oui. Et Néméton, donc notre premier jeu expert. Et on s'était dit, ça peut être bien de sortir Noria parce que du coup, on va pouvoir associer Blam à un jeu expert sans que ce soit notre jeu à nous. C'est un jeu où on sait qu'il marche. Et en plus, comme on le voit, c'est un jeu, quand on a vu la couverture, etc., le matériel, ça fait un jeu Blam. Donc oui, il y a des trucs qui volent. Tout à fait. Dans et ça finit par rien. Il y a des choses qui volent dans les deux. Et ça finit par IA, oui, c'est vrai. Et tout à fait, complètement. Donc voilà, donc Noria c'était ça, puis c'est un jeu super qu'on avait adoré, moi en plus, ça a été assez rare parce que c'était vraiment mon coup de cœur d'Essen quand il était sorti, j'avais adoré le jeu, etc., sans vraiment m'en occuper, et du coup quand BlackRock est venu nous dire de le localiser, ça a été une évidence quoi, de le faire. Donc voilà, après ça n'a pas été un très gros succès, il y a moins de prise de risque peut-être sur il y a beaucoup moins de prise de risque, on est vraiment sur de la communication, BlackRock d'ailleurs change un petit peu d'optique par rapport aux localisations, mais à l'époque c'était vraiment l'idée de remplir un peu les moments de creux des catalogues avec des jeux sans enjeu et auxquels les éditeurs, il fallait que nous on y trouve un intérêt. C'était pas le but de remplir pour remplir, c'était vraiment voilà, si vous faites ça, si vous prenez ce jeu là, nous on trouvera une place au bon moment dans le catalogue et vous en occupez. Du coup, arriver avec un premier jeu expert dans un univers graphique, etc., pour nous c'était super intéressant. Space Explorer, c'était un vrai coup de cœur par contre là, du jeu de combo qu'on a adoré. De Yuri, l'auteur, j'ai oublié son nom. Je l'écorche toujours, mais c'était un piège. Mais on a une on petite a vidéo. un intervenant qui nous envoie une vidéo justement sur Space Explorer que je te propose de découvrir tout de suite. Oui, bonjour à tous, bonjour à l'équipe d'un membre de jeu et bonjour à Simon Deblanc. Je vous contacte depuis l'espace parce que bon, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je voulais savoir, donc je suis un grand fan du jeu Space Explorer. Et je voulais savoir si vous aviez d'autres localisations prévues prochainement. Voilà, merci à tous. Alors, est-ce que ça va continuer? Merci à Thomas Pesquet qui nous a... Il est en ce moment même... il vient d'arriver. Ça va continuer ces localisations? On n'en a pas de prévu pour l'instant. Pour l'instant, là, on a déjà beaucoup de travail avec les projets qu'on va voir, notamment Carta Ventura. Donc pour l'instant, non. Et on est plutôt en train de se faire sur des jeux. On continue à voir passer des choses. Quand on aura un gros coup de cœur, on fera la localisation, évidemment. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Montmartre, c'est un jeu de Florian Sirex, petit jeu de cartes qu'on a bien aimé, nous, sur un monde de jeu, on y a joué. Et graphiquement très très chouette aussi. On le voit J'avais envie de dire on y a pas mal joué parce que c'est notre envie, mais en fait on joue jamais pas mal au jeu parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent, qui succèdent. On n'y a pas joué autant qu'on aurait eu envie d'y jouer. C'est de mon point de vue un des meilleurs Florian Sirex, et encore on reconnaît la patte de chez Blam en termes de graphisme. Il y a toujours une recherche particulière sur le dessin. Alors nous, c'est une volonté qu'on a depuis le début. C'est bien que tu le dises, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on cherche. C'est aussi notre force avec Claude Lucchini, qui est notre directeur artistique. C'est-à-dire que c'est lui qui fait, et c'est une volonté depuis le début. Chaque jeu, pour nous, c'est un univers, c'est une histoire, ça doit être immersif, ça doit raconter des choses. C'est vraiment ça qu'on aime bien faire. Du coup, quand on choisit un jeu, il faut aussi qu'on choisisse quelque chose à raconter et trouver des personnes qui peuvent le faire. Là, sur Montmartre, nous, on a adoré le jeu parce que mécaniquement, c'était très malin, assez accessible et avec bien plus de choses qui se passent autour de la table que ce que ça en donne à voir. Et du coup, il a fallu... Là, ça a été un des jeux peut-être les plus compliqués thématiquement, etc. Parce qu'il a fallu... Là, quand Florian nous l'a présenté, c'était des gobelins dans une cave qui creusaient. Oui. Voilà. Tout à fait le même thème. Exactement. Et du coup, il a fallu trouver un thème qui nous semble pertinent, un thème qui nous semble graphiquement attirant. Là, c'est vraiment aussi un peu une prise de risque de notre côté à Claude et moi, parce que c'est quelque chose qu'on avait vraiment, nous, envie de pousser un jeu sur cette thématique-là. Donc ça a été très bien. Après, il n'a pas eu le succès du tout escompté. Il a eu un tout petit peu d'international. Je pense qu'on est arrivé à peine ou 10 000 exemplaires, peut-être 8 000. Après, il a c'est pas si mal, 8 000 exemplaires. C'est vrai que dans le jeu de société, on a envie systématiquement d'avoir 30 000 exemplaires de tous les jeux. Mais dans le monde de la BD, par exemple, 8 000, on est content déjà. Oui. Après, ce qui est très compliqué, c'est que notamment sur ce jeu-là, c'est un jeu où il y a eu beaucoup de coûts en amont, des coûts d'illustration.
Il a fallu quand même beaucoup travailler dessus, on s'est beaucoup impliqué là-dedans, donc c'est un jeu qui avait beaucoup de frais, qu'on appelle des frais fixes au début. Et du coup, il faut essayer à le rentabiliser. Donc, on essaie de rentabiliser un peu les coûts fixes à 5000 boîtes. Donc, ça, c'est bon. Mais après, notre temps de travail, globalement, tant qu'on n'arrive pas, je pense que tant qu'on n'arrive pas à vendre un jeu à 30 000 exemplaires, le temps de travail des salariés, de Claude et moi notamment, il est pas rentabilisé. Donc après, quand on a des jeux comme Celestia ou comme Chakra qui fonctionnent sur du long terme, évidemment, c'est ça qui fait vivre la boîte. Mais si on prenait que le coût de développement d'un jeu, on vise quand même les 10 000 exemplaires, parce que c'est là qu'on se dit qu'on a un peu réussi quelque chose. Après, Montmartre, je pense qu'il est tombé un peu au mauvais moment. C'est une catégorie aussi qui est difficile. C'est une catégorie sur ce type de jeu de cartes. Il y a tellement de jeux qui fonctionnent avec des cartes qu'il faut réussir à choper le public. On aurait dû chercher d'autres choses, je pense. Maintenant, je me dis qu'on aurait dû chercher une fabrication française, même juste pour le premier tirage, pour essayer de lui donner plus de petits arguments comme ça. On n'a pas du tout réussi à toucher les musées. En fait, à la base, on se disait on pourrait toucher les musées. Mais en fait, c'est un jeu qui est trop compliqué pour les musées. C'est-à-dire qu'on l'a envoyé à plein de musées. Et alors, il y a quelques musées qui étaient très contents parce qu'il y avait une personne joueuse. Mais la plupart, on n'a rien compris au jeu, quoi. Alors que c'est quand même un jeu qui est assez simple, mais qui est assez disruptif. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, je fais bien plus attention. Et ça a pas mal changé aussi pour d'une de choses. Un jeu peut être très simple pour nous parce qu'on a l'habitude de jouer, de se poser une petite question. Mais pour les gens, si tu as des cartes en main, tu les poses devant toi et c'est tout. Si tu as une majorité là, il y a 2 majorités à gérer. Et en fait, tous ces petits éléments disruptifs font que ça rajoute des couches au jeu. Et ça, il faut être hyper vigilant, surtout si tu veux toucher un très très grand public, que ce soit pour des joueurs très occasionnels ou pour aller dans des marchés comme les musées ou des choses comme ça. En tout cas, il nous a amusés. Et alors, là, j'ai mis une image de Néméton. Néméton. Vous travaillez avec des illustrateurs différents à chaque fois. Vous n'avez pas d'illustrateur attitré ou il y en a un qui revient plus souvent ? Non, il n'y en a pas vraiment qui revient plus souvent. Jeanne Landart, qui a fait Montmartre, nous aide sur Cartaventura en nous soutenant sur certaines illustrations. Et l'illustrateur principal de Cartaventura, en tout cas pour l'instant, c'est Guillaume Bernon qui a fait la couverture d'Imagicien. Mais d'ailleurs, quand on regarde la couverture d'Imagicien et Cartaventura, ça n'a un peu rien à voir. Et du coup, non, c'est vraiment sur chaque projet qu'on se pose des questions. D'ailleurs, c'est un travail assez fou quoi, que Claude doit faire à chaque fois, d'essayer de se plonger pour trouver Vous devez redécouvrir le dessinateur à chaque fois que vous changez de dessinateur et les habitudes de travail. C'est pas une facilité de changer à chaque fois. Non, c'est pas une facilité. Après, nous, c'est aussi notre force, c'est qu'on a un vrai directeur artistique qui est là, qui est un vrai directeur artistique qui gère des artistes. Claude ne donne pas de carte blanche à un illustrateur. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas, on a une couverture sur ce thème-là, on a 5 cartes. La couverture, elle est composée comme ça, on la travaille comme ça, il fait des schémas, des croquis, donc on est vraiment dans une direction d'artiste. On a vraiment cette volonté-là, ce qui donne aussi pas mal de, je pense, d'âme à nos jeux, parce qu'on cherche toujours à raconter des histoires qui sont en lien avec la mécanique, qui sont en lien le tout avec le tout, parce que Claude a une vision globale de l'ensemble du jeu quand il fait faire des illustrations. Donc c'est vraiment notre patte. Et voilà, il y a quelques illustrateurs qui reviennent pour nous filer des coups de main sur d'autres projets. Mais voilà, on ne se dit pas qu'on va reprendre un illustrateur parce qu'on a déjà travaillé avec lui. On reprend un illustrateur potentiellement parce que le projet correspond. Je l'ai mis dans le désordre. Time Arena, il est arrivé un petit peu plus tôt dans la liste des jeux qui sont sortis chez vous. Je l'ai mis dans le désordre parce qu'on a aussi un intervenant sur Time Arena prestigieux, comme on sait les avoir dans l'équipe d'un monde de jeu. Hello, bonjour, c'est Tina Arena. Je vous écris depuis ma salle de bain. Je suis très contente. Bonjour Simon, bonjour un monde de jeu. Tina clap, clap, clap. J'avais déjà une question. Tina Arena, Time Arena, ça ressemble. Je suis flatté. Je suis flatté. Et je voulais donc savoir si vous aviez prévu d'autres extensions pour le jeu Time Arena. Alors, est-ce que c'est lié à Tina ? Merci Tina déjà. Merci beaucoup. Vraiment, les gens qui interviennent, c'est extraordinaire. J'étais surpris quand on a reçu la vidéo. Pas mal. Elle parle bien français. Très bien, c'est surprenant aussi. Mais non, mais elle parle français, Tina Arena. Elle a fait plein d'émissions de Michel Drucker. C'est vrai. Elle parle complètement français. On l'a vu ici, bien sûr qu'elle parle français. C'est pas une chanson en français d'ailleurs ?
Aller plus haut. Aller plus Ouais, haut, c'est vrai. c'est très en français. Aller plus haut, oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Donc non, on n'a pas prévu pour l'instant de nouvelles extensions de Time Arena. Il y en a eu plusieurs, donc c'est un jeu avec des sabliers très original. Il y a eu, je crois, 2 extensions. On a c'est ça sorti 2 extensions en même temps qui rajoutaient chacun 4 personnages plus un petit goodies, ce qui nous permettait d'avoir un roster quand même d'une trentaine de personnages, voire même plus maintenant. Mais non, alors Time Arena c'est une histoire très compliquée qui a globalement failli coûter la boîte en fait, Ah oui, vraiment. C'est un jeu, je parle toujours de on apprend parce que vraiment chaque jeu est pour nous un apprentissage c'est un jeu où on apprend enfin, où moi j'ai appris le pessimisme. C'est-à-dire vraiment de se dire c'est pas parce que tout le monde te dit que tout va bien que tout va bien. Et ce jeu-là est allé vraiment assez loin. Donc notre distributeur y croyait beaucoup. oui. Quand on l'a découvert, c'était dans un réseau de boutiques, etc. Le vendeur de la boutique, il croyait aussi à mort. Il avait vraiment un public de Magic, etc. qui était dédié à ce type de jeu-là. Quand on l'a présenté à Essen pour nos partenaires à l'international, ils ont tous voulu, ils ont tous adoré le jeu. Vu la quantité de sabliers qu'il y a dans le jeu, ben, il a fallu en fabriquer beaucoup pour pouvoir rentrer dans un prix à peu près viable. Donc on a dû en fabriquer 10 000. Tout était là. À l'époque, ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de sabliers. Il y a à 8 l'intérieur. sabliers de tailles différentes, etc. Parce que c'est un matériel qui coûte un peu plus cher que des cartes à jouer. Ouais, tout à fait. Il a fallu développer une application. Alors moi, j'avais un background un peu de concepteur multimédia, donc j'ai pu quand même faciliter le développement du jeu et bien s'en occuper. Mais voilà, tous les voyants semblaient vraiment ouverts. Au moment de la sortie du jeu, ça a été une des plus grosses implantations de BlackRock. Alors Oui. je pense que maintenant, c'est plus le cas, mais au moment de la sortie, c'était une des plus grosses. Donc vraiment, tout le monde y croyait. On avait commencé à organiser des tournois. Enfin, on avait vu un peu les choses en grand en disant vraiment là, on fait les choses bien. Et quand je disais un flop, au bout de 3 semaines, on savait que c'était quasiment fini, quoi. Ah oui. Ça, voilà. Les premières commandes des boutiques étaient là et dès les semaines d'après, on voyait que les boutiques n'en reprenaient pas du tout. Et on a commencé à se dire il se passe quelque chose. Et en fait, c'est un jeu qui a eu une hype hyper forte dans toute sa phase de prototype à tout le monde, mais même à Paris Ludique, on était dans les quelques podcasts qui en parlaient, c'était le proto qu'ils ont préféré, le proto. Donc voilà, on était très confiants. Et voilà, au bout d'un mois après la sortie du jeu, on savait que ça allait être très compliqué d'écouler ne serait-ce que le stock France. Et à l'international, on n'a rien eu. Il n'y a aucun partenaire, alors que c'est le jeu, ils ont dû en donner à tous les partenaires, que tous les partenaires étaient hyper enthousiastes. C'était pas juste on prend une boîte histoire de dire, c'était vraiment on y croit, on veut, etc. Et à la fin, je pense qu'ils ont été bien meilleurs que nous, parce que eux, ils ont réussi, je pense, à prendre du recul par rapport à leur premier coup de cœur et se dire oh, c'est génial, puis après se dire ah attends, il y a quand même ce frein, et du coup de pas en prendre, parce que vous. Et du coup, ça nous a vraiment passé 2 ou 3 ans très compliqués à cause de Time Arena. Oui, parce que s'il n'y a pas de revenus, vous avez vécu, j'imagine, avec les anciens jeux. On a vécu Donc, que avec Celestia. les anciens jeux, Ouais. c'était énormément d'investissement, il fallait les illustrations, mais surtout en fabriquer 10 000. Oui. Notre distributeur, évidemment, nous en achetait qu'au début, mais après c'était du dépôt-vente, donc on s'est retrouvé avec 2 années où on a fait des bilans très négatifs. Et dès qu'on commence à faire des bilans très négatifs, c'est compliqué pour retrouver des prêts si tu dois relancer des jeux. C'est là où la collaboration que j'ai évoquée tout à l'heure avec Abeille a commencé à devenir très forte, parce que pour Celestia, on savait qu'il y avait des commandes, sauf qu'on lance des commandes de jeux, sauf que si tu n'as pas la trésorerie que tu es payé, enfin voilà, il y a tout ce côté trésorerie, et là où Christian a commencé à nous servir de banque. Enfin, globalement, c'était ça. C'était OK, je sais que vous avez des commandes. On pouvait lui montrer évidemment les signatures. Je vous facturerai qu'une fois que les jeux seront arrivés, une fois que vous aurez reçu le paiement de l'international. Donc ça nous a permis vraiment de survivre. On a dû licencier Claude. Ouais. On était 3 à l'époque. Parce que pour Time Arena, on s'était dit que pour pousser le jeu, il fallait faire des salons. On avait un chargé d'événementiel qu'on a dû aussi licencier. Donc on était passé de 3 salariés à 1 salarié. 2 années très compliquées où on a réussi à survivre. Donc comme je disais, grâce un peu à ce côté banque et trésorerie de notre fabricant qui nous a sauvé la vie à cette époque-là. Et ça a été une période assez compliquée, et de grosses remises en question. Puis quand tout le monde y croit et que d'un coup il n'y a rien qui marche et que ça met en péril l'entreprise, ça a été assez rude. Je comprends mieux la traversée du désert de Tina Arena. C'est Ce serait qu'on la voit moins maintenant. Hein. tout pareil. Elle a trop joué. Et on arrive à Imagicien. Exactement. Donc Imagicien, c'est un jeu qui est sorti
en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas. Oui. Et dans une période assez compliquée, puisque... Enfin, quand tu dis fin d'année dernière, Juin dernier. ouais, juin. Oui. Juin, c'est la fin d'année dernière. Non, parce que je m'en souviens, on avait joué à Cannes. Mais... Ah oui, parce que l'an dernier, il y avait encore un Cannes. C'était à Cannes l'an dernier ouais. qu'on y jouait. Oui, donc c'était bien en Cannes, 2020. Ouais, c'est ça. C'était le Cannes. Donc c'est un le des dernier. un des jeux du Covid, un jeu de point à point. C'est ça. Donc on va relier des points, vous connaissez ces jeux qu'on trouve dans les magazines, c'est inspiré de ça, mais ça va évidemment au-delà, puisque on va jouer sur un plateau qui se retourne. On va pas vous expliquer le jeu dans cette vidéo-là, mais nous on a bien apprécié, on l'a présenté, on s'est bien amusé avec ce jeu, alors qu'on s'était dit au départ, en le présentant, que le point à point, ça nous intéresse pas trop, on a passé l'âge, on fait plus ce genre de choses, mais en fait autour d'une table ça fonctionne très bien. Mais c'est ce genre de jeu qui modernise super bien une mécanique que C'est tout ça. le monde connaît. Et en fait, ça a bien marché pour ça. Et c'est la force d'Olivier May, hein, qui est l'auteur, qui a toujours des idées un peu de malade, qui sont des fois très dures à concrétiser. Magicien, c'est un jeu qui a eu une vie assez fou, hein. Il est passé, c'est 2 éditeurs d'abord avant nous, qui ont été signés puis repris, parce que en fait, le concept de base est très simple, mais pour passer à la réalisation, il y a plein de freins. Et nous, on continue à le travailler dessus pour continuer à le moderniser, de proposer des variantes. On est même en train de travailler sur des choses un peu plus pédagogiques autour du jeu. Mais c'est un jeu qui est bien plus compliqué à éditer que ce qui donne à penser. Il n'y a qu'à faire des dessins et puis c'est tout, quoi. Ah oui, ça a l'air assez complexe, oui. Et ouais, il faut concevoir des dessins qu'on peut reconnaître avec très peu de points. Le retour de tout le monde, c'est toujours vous avez qu'à faire des nouveaux dessins, vas-y. Tu as 18 points pour faire des dessins et essaye de faire un lion. Ouais. Et c'est très très dur, c'est bien plus dur que... Et donc il faut en faire des dessins. En plus, on a cette idée d'en faire aussi des extensions. C'est un jeu un peu consommable. Donc il faut pouvoir suivre des... Alors, consommable, oui, mais au final, quand on rejoue, on se souvient plus systématiquement. Il faut vraiment y jouer tous les jours pour connaître les fiches par cœur. Et puis ça change, en fait, ça change un peu la nature du jeu. C'est quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'au début, tu découvres le dessin que tu es en train de dessiner, donc tu joues un peu à cette devinette-là. Quand tu joues avec des gens qui ont déjà joué, tu retrouves ce sentiment de rapidité. Ouais. Il faut être le premier à trouver et se souvenir quel dessin peut exister. Donc ça change un peu la physionomie du jeu, qui en reste tout aussi prenant, effectivement. Mais alimenter le jeu en faisant des extensions, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Donc nous, déjà, c'était quand même une grosse réussite de réussir à le faire. Parce que quand on sait que 2 éditeurs n'ont pas réussi à le concrétiser et que ce n'était pas pour des raisons de game design, c'était vraiment de concevoir des dessins, etc. Oui. On a dû vraiment au début travailler la mécanique. C'est-à-dire qu'au début, lui, c'était vraiment que des traits très simples. Et nous, on s'est rendu compte que c'était trop limitant. Oui, il y a des petits aspects qui sont rigolos, comme les petites les arrondis, les petits ronds. Donc, il a fallu trouver ça. Comment les faire? Est-ce que c'est trop simple, trop compliqué? Concevoir un peu ce tutoriel qui paraît très simple en fait au début, mais en fait dans une logique au début. C'est pas si simple, hein, parce que c'est pas un jeu enfant, j'insiste dessus. C'est un jeu qui peut se jouer avec les enfants, mais vous pouvez y jouer entre adultes. C'est vraiment complexe de réussir à faire les formes très vite. C'est vraiment un jeu familial et qu'on partage, où tout le monde peut jouer en plus à plein de niveaux différents, parce que tu peux dessiner très vite mais pas savoir ce que tu dessines. Tu peux dessiner lentement mais vite comprendre un peu parce que tu es parti du bon point ou des choses comme ça. Donc il y a plein de petites choses qui se passent autour de la table qui sont assez prenantes. C'est un jeu qui marche très très bien. Enfin, Waka Waka adore le jeu parce que donc il a pas trop souffert, c'est ce que j'allais te demander, il a pas trop souffert du confinement? Non, pas du tout. Je pense que au contraire, on a pu bien communiquer dessus pendant le confinement. On avait fait pas mal de print and play, de choses, donc les gens ont pu découvrir le jeu. Donc ça, c'était vraiment vraiment top. Et il a ce côté partage et assez immédiat qui fait qu'on le pousse. Là, on a aussi sorti une extension très vite après pour Noël, justement, pour le remettre un peu en avant, qui était là vraiment faite pour ça, parce qu'on savait que c'était un petit peu tôt pour lancer une extension, mais qui a permis de le redynamiser un petit peu. Donc ouais, c'est un jeu qui va évoluer, qu'on continue de faire évoluer, qui peut aller bien plus loin sur plein de choses, sur des variantes. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que on essaye de bien écouter les gens, pour voir qu'est-ce qui intéresse. On voit et du coup on a travaillé avec Olivier, donc l'auteur, pour proposer une version coopérative, pour en proposer une version solo, pour qu'en fait vraiment on puisse s'approprier le jeu vraiment comme on en a envie, parce qu'on sent que c'est un jeu qui est plus large que juste un truc de compétition. Ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être quelque chose d'apprentissage. On travaille avec BlackRock sur un jeu dans ma classe qui fait des fiches pédagogiques de jeux pour vraiment donner des activités à faire. Donc on va développer
des fiches pour initier aux lettres, pour initier aux formes, pour initier aux chiffres, pour qu'on puisse utiliser le jeu Le autrement. matériel, oui. Donc- D'accord. Un jeu dans ma classe, c'est une rubrique qu'on trouve notamment sur le site de BlackRock qui permet de montrer les usages que vous pouvez faire des jeux à l'école. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à faire un tour sur le site de BlackRock. Et j'ai voulu voir si tu étais vraiment aussi au point que tu le dis sur les jeux de point à point. Donc on va lancer la rubrique point à point. Je vais te montrer simplement des points à point. Tu ne vas pas pouvoir dessiner sur le téléviseur. On n'a pas les moyens Wow. encore sur un monde de jeu. Non, c'est trop compliqué. Hein. Donc il va falloir que tu le fasses sans dessiner. Il faut que tu te représentes mentalement Ok. les différentes formes. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. On arrive à deviner quand même les formes. Première énigme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et ben, c'est une Tu étoile. peux jouer, hein, Sylvain. C'est une Ah étoile. bah, trop tard, t'as perdu. Ouais, tu m'as pas dit que je Non, jouais. t'es pas réactif, t'es pas réactif. Une hein. étoile. Ça, bravo. Voilà. Ouais. C'était pas trop compliqué, hein. Ça va. Celui-là, ça va. Deuxième, il est un petit peu plus complexe. Un petit peu plus. Ah, si, non, mais il est clairement plus complexe. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans un truc comme ça. J'ai laissé l'étoile, t'as vu autour, je trouve que j'ai essayé de trouver que des choses qui avaient rapport avec Et il les y a un étoiles. rapport avec les étoiles Mais sur oui. le dessin? Non. D'accord. Bah, j'ai envie de tenter un escargot parce qu'en Ouais, fait, on voit que ça tourne. Le 1, Ouais, 2, 3, c'est 4, ça. 5, 6, 7, 8, 9. Une espèce La de- fin, j'oublie, il y a trop de chiffres. Eh bah bravo. Ah, Un partout. Quelle équipe? Tout va bien. Quelle Un partout équipe, pour un quelle monde de équipe jeu. d'un monde de jeu. Je crois que c'était des yeux, c'est pour ça que j'ai pas dit l'escargot. Eh ben, faut y aller, faut Ouais. poser des choses parce que ça va assez vite. hein. Il m'en reste deux à vous montrer. Ensuite, celui-ci, Il est C'est Monsieur Patate. c'est un monsieur. Je donne le point. Pour l'instant, t'es mené, hein, Sylvain. Fallait juste dire à Monsieur Patate. Non, alors plus précisément, c'était la Joconde, évidemment. Ouais. Je pense que les étoiles pouvaient aider un petit peu. Il y avait moyen de le retrouver comme c'était pas si compliqué, notamment grâce à ce regard très pénétrant Ouais. et puis ce sourire distingué. La fameuse Joconde. Un petit dernier pour la route. Il est pas trop dur. hein. Non, ça celui-là. Une fusée. Une fusée, bravo Ouais, Sylvain. ça se voit, ouais. Voilà, c'était assez Parfait. simple. La Une fusée de petite Tintin en fusée. plus. J'avais mis des étoiles, ça permet de retrouver assez facilement. Non, mais ça va. Mais en rouge, t'as colorié en rouge et tout. Oui, là j'ai fait le Ah coloriage ouais, en là, plus, jusqu'au ouais, bout. ouais. De partout. Bah zut, on peut pas se départager. lui. Bah voilà, sur cette On va épreuve-là, devoir nous jouer, n'aurons pas de gagnant. Il va falloir qu'on fasse une partie du magicien pour savoir qui gagnera ce défi Je du suis pas point à très point. très fort, moi. Comment on va y jouer? On en vient aux nouveautés, les jeux qui vont arriver, Tout à ceux fait. pour lesquels tu es venu et ceux pour lesquels nous allons réaliser des vidéos qu'on va diffuser également sur la chaîne si vous voulez. On va passer assez rapidement dessus, mais Ouais. si vous voulez plus d'informations sur ces jeux-là, allez voir les vidéos qui vont arriver, que nous allons diffuser. Le premier, c'est Dunayer, Tout à avec fait. IA à la fin. Oui, tout Très à bon choix. Ouais. Dunaï, ouais, un autre deuxième jeu expert en interne, troisième si on compte Noria. Un jeu très intéressant et là aussi qui a subi des modifications en apprenant nos différents trucs parce que c'est une mécanique, alors c'est un mot un peu à la mode, mais qui est assez disruptive. Où on croit que c'est facile et en fait ça demande vraiment de la programmation, ça demande vraiment de l'anticipation, de l'optimisation. Et d'ailleurs, dans les retours qu'on a, il y a vraiment ce truc-là au début. Je comprends pas l'intérêt de bouger les Dunaya, mais en fait, c'est le cœur du jeu. Et en fait, ben, on a pas mal appris de Montmartre là-dessus, ce qui est surprenant parce qu'entre Montmartre et ce jeu-là, il semble y avoir un gap, enfin rien à voir. Mais Montmartre, ça nous a montré que des tout petits points peuvent vraiment poser un souci Oui. pour l'apprentissage. Et Dunaya, bah, en fait, quand on a vu Montmartre, quand on commençait à avoir des temps, je me dis attends, faut pas qu'on fasse la même erreur. Donc Dunaya, c'est devenu d'un jeu familial plus, on s'est dit non, c'est un jeu expert. Oui, non, c'est clairement un jeu C'est expert. clairement je un jeu confirme. expert. Et même s'il y a... Parce que les règles sont simples de Dunaya. Et donc, Les règles sont simples, mais voilà, la réflexion réflexion, qui va derrière, voilà. elle est un peu plus complexe. mais que du ça. coup, d'un point de vue éditeur, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on appelle un jeu expert, qu'est-ce qu'on appelle un jeu familial, un jeu qui est simple à expliquer les règles, c'est un jeu familial. Non, en fait, Montmartre nous a bien appris que c'est vraiment le jeu, la sensation de jeu qui fait que c'est pas parce que je t'apprends un jeu en 5 minutes que c'est un jeu familial. Et Dunaya a vraiment pu profiter de ça en disant bon, ok, maintenant c'est un jeu expert, c'est un jeu d'optimisation qui s'apprend vite, qui se joue rapidement, mais c'est un jeu expert avec du coup voilà aussi pas mal. Du coup on a rajouté des choses après avoir vu ça pour vraiment se dire ok, c'est un jeu expert, donc on peut se permettre de changer les pouvoirs, on peut se permettre de faire la variante avec les pouvoirs spéciaux des personnages, etc. parce qu'on le place dans cette catégorie-là. Donc ça a été vraiment un moment assez important de ne pas se louper dans le positionnement du jeu. Comme tu le disais, il y a beaucoup de jeux qui disparaissent un peu et je trouve un mauvais positionnement peut vraiment être coûteux. Oui, ça peut tuer le jeu. Voilà, ça peut Mhm. tuer le jeu. Donc voilà, là je pense qu'il est bien placé.
Donc celui-ci, nous allons l'expliquer, on va y jouer. Vous aurez l'occasion d'avoir un avis très précis sur ce jeu en regardant la vidéo qu'on va réaliser sur Dunaya. Le suivant qui arrive, alors on va commencer dans l'ordre. Le suivant, c'est Carte Aventura. Ouais. Donc ça, c'est un jeu qui nous raconte une histoire, dans lequel on va mener une enquête. C'est une catégorie qui commence à exister de plus en plus chez tous les éditeurs, et celui-ci est un peu particulier. Ouais, alors déjà c'est une gamme de jeux, c'est pour Oui. nous une première, c'est-à-dire on le réfléchit comme ça, parce que c'est des scénarios qui se jouent. C'est un jeu de Thomas Dupont, du même auteur que Dunaya, Oui. donc vraiment sur lequel, avec Thomas on travaille très bien ensemble, et il a vraiment un regard et une finesse mécanique en faisant très peu de choses, de créer pas mal d'univers et de choses. Et moi j'ai flashé sur son prototype de jeu, où à l'époque il n'y avait pas du tout d'histoire et pas du tout un côté historique qu'on va évoquer, parce que très simple, on fait juste retourner des cartes, on lit des cartes, on fait quelques choix, et pourtant on est hyper immergé, on voit ce qui se passe, on se déplace, et c'est quelque chose qui, on le voit maintenant, est vraiment au cœur de Blam en fait, parce qu'on aime raconter des histoires, on aime faire des choses. Donc deux toutes petites boîtes au lancement, Oui. en tout cas. Des petites boîtes très esthétiques, encore une fois. Le Vinland. genre de petites boîtes dans lesquelles on a envie de partir. Ça invite au voyage, en tout cas. Alors c'est tout à fait le but de la couverture, c'est d'inviter au voyage, c'est l'immersion. Et puis l'idée, nous on est convaincus que ce qui compte sur une couverture, c'est que tu prennes les boîtes dans la main et que tu lises derrière. Donc la couverture doit te dire va chez les Vikings, va au Tibet, à Lhasa, tu prends la boîte dans les mains, tu les retournes, tu dis ah ouais j'ai envie de faire l'enquête sur Lhasa, ou j'ai envie d'explorer Vinland, parce que tu as parlé d'enquête, mais c'est pas du tout le cœur du jeu, c'est plutôt un propos historique. Oui. Dans Lhasa, il y a peu ce côté enquête, puisqu'on cherche Alexandra Davinel. On a joué, nous, à cette Ouais, version-là. On a eu l'occasion d'y jouer sur Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, Ouais. c'est ça. Vinland, on est plutôt sur un côté les Vikings, découvrir cette culture viking, voilà, avec l'arrivée du christianisme, donc quelque chose d'assez riche. L'aspect découverte est très important. Ouais. Et c'est un jeu, ça va être très compliqué de vous le présenter dans cette vidéo, puisque l'expérience que l'on vit en découvrant ces différentes aventures, elle compte dans la mécanique de jeu en réalité, et cette mécanique, si on vous la résume sommairement, je ne suis pas certain que ça vous donne exactement les sensations qu'on a. C'est un jeu à vivre, c'est vraiment Oui. une histoire qu'on se raconte. Moi, ce que je trouve très fort dans ce jeu-là, c'est que pour moi, c'est la première fois, parce que moi j'adore les jeux narratifs, les jeux Oui. d'enquête, les Chronicles of Crime, les détectives, enfin, c'est vraiment, en tout cas chez moi, le genre de jeu qui fonctionne à fond. Donc, si on l'a fait, c'est aussi parce qu'il apportait quelque chose de nouveau. Il apporte quelque chose de nouveau dans cette idée qu'on va rejouer le jeu, qui va vraiment nous apporter des choses différentes, parce qu'on va aller voir à d'autres endroits qui vont être riches d'autres petites anecdotes et d'autres petites choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça rend chaque choix en même temps plus important à vivre et en même temps moins crucial. On n'est pas comme dans une enquête de Chronicle of Crime où on se dit attends, si on va voir lui ou lui, si on se trompe, on a Oui. perdu notre partie parce qu'on n'est pas allé voir la bonne personne. Là, si tu as envie d'aller à tel endroit parce que tu trouves ça chouette, que tu te doutes un peu que c'est une bêtise, bah c'est pas très grave parce que tu vas vivre une aventure. Et puis nous on a travaillé là-dessus pour que tu vives toujours une aventure. Ça va toujours te donner des indices, des petits éléments. Dans Vinland, c'est le monde des Vikings, donc c'est un monde qui est bien plus violent, où on peut mourir, mais c'est pareil, la mort a aussi une autre dimension chez les Vikings qu'on a évidemment pris en compte. Du coup, on peut vivre notre aventure comme on en a envie, sans se dire si je me trompe, je perds la partie. Non, tu te tromperas jamais dans le jeu. Tu arriveras à une certaine fin et normalement tu vas chercher autre chose. Donc on a un jeu qui est assez fort là-dessus. Ouais. Oui, Oui, c'est parce qu'on a plusieurs fins différentes. C'est ça. Et donc à chaque fois, une envie de rejouer en se disant, ok, la dernière fois j'ai pris ce chemin, C'est je ça. sais que ça m'a apporté ça, mais cette fois-ci ça. je vais faire autrement. Ouais. Et il y a plusieurs boîtes, mais il n'y a pas d'ordre. On Non, commence alors par il n'y a cette boîte. aucun ordre, il n'y a aucune méta, il n'y a rien du tout. C'est une boîte te raconte une histoire. Il Ouais. y a même un mini scénario de démonstration de 25 cartes là sur. C'est sur celui-ci qu'on va Ouais, réaliser exactement. la vidéo juste après. Bah, ça vous donnera une très bonne Sûr. idée du jeu. Et sans Alors, vous une très spoiler. bonne, sans le côté épique, parce que forcément quand il y a 25 cartes, on n'a ça. pas le même côté épique. Mais nous allons réaliser une petite vidéo dans laquelle on va essayer de vous donner une meilleure idée de ce jeu. Si ça vous intéresse, allez la voir. Vous avez aussi fait un jeu de rôle Tout à fait. avec Terre 2. Bah, comme je disais tout à l'heure, Carte Aventura, pour nous, c'est un peu. Enfin, en tout cas, c'est de l'accomplissement du mélange de jeu, de vivre une histoire immersive, etc. Mais pour nous, dans toute l'équipe, le jeu de rôle est évidemment quelque chose d'hyper Ouais, important. très hein, important. très important. Donc, dès que. Dans les associés de départ, il y en a un qui portait un jeu de rôle, à la base vraiment tout seul, et puis à un moment, ça devait se concrétiser. On a été là vraiment, nous, en soutien. On est vraiment là
soutien d'édition, de communication, parce qu'ils sont 6 auteurs à faire vivre leur monde parallèle Terre 2, qui est un monde vraiment fascinant et assez fort en termes dans le jeu de rôle, avec voilà, très très riche. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment l'expérience ultime narrative, le jeu de rôle, mais qui est quand même vraiment niche. Donc on est très content d'avoir ce jeu de rôle là, et vraiment c'est vraiment la continuité. Et moi je retrouve dans Carta Ventura des sensations de jeu de rôle, dans cette idée de se dire vis ton aventure comme t'en as envie. Alors évidemment c'est bien plus scripté dans un jeu avec des choix que dans un jeu de rôle, on va pas se le cacher, mais il y a quand même cette idée qu'il n'y a pas de bon choix, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu là, et le parallèle que tu fais est très intéressant, parce que pour nous il y a une vraie filiation, quoi. Oui, bah c'est du narratif. De toute façon, Ça. le narratif, on retrouve forcément des points communs. Et pour terminer cette vidéo, nous avons Canopea, qui est Exactement, un jeu que tu nous as ramené également en prototype, qu'on va Ouais. également avoir la possibilité de découvrir. c'est ça, Et c'est un jeu qui se base sur l'univers de tout Celestia. à fait. Et qui est peut-être plus familial encore que Celestia. Qui est plus familial, qui est plus simple. En tout cas, on peut y jouer avec des enfants plus jeunes. C'est un jeu qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'il est très intergénérationnel. On peut vraiment le partager ensemble. Et j'ai vu des choses en faisant jouer ce jeu dans des périscolaires, etc., que je n'avais jamais vu avant. J'ai fait par exemple jouer un petit de 4 ans avec 2 grands de 9 ans. Et à la fin de la partie, donc ils réussissent à gagner leur partie, c'était leur 2e ou 3e partie, et les 2 grands remercient le petit en leur disant c'est grâce à toi qu'on a gagné, parce qu'en fait le petit, on enlève une petite mécanique de pichenette qui est trop compliquée pour Oui. les petits, donc d'un coup il se retrouve à avoir un super pouvoir, en fait d'un coup il peut bouger où il veut, et en fait ça ne gêne en rien l'expérience de jeu, parce qu'ils sont là en train de mémoriser les éléments, et de voir ces grands dire merci aux petits parce qu'ils ont enfin réussi à gagner grâce à lui. J'ai trouvé ça assez incroyable, en fait, vraiment. Et on va pouvoir vraiment se partager plein de choses. Il y en a un qui va pouvoir être un petit peu sur la stratégie, un sur la mémoire, etc. Et c'est quelque chose, ouais, en tout cas, que j'ai jamais vu aussi fort dans d'autres jeux pour enfants, intergénérationnels comme ça. Donc c'est un jeu qui tient énormément à cœur. Moi, j'ai joué avec mon petit de 4 ans, alors je pense que ça aide aussi au côté émotionnel du jeu. Mais c'est vrai que voilà, il se passe plein de choses autour de la table, ça bouge, donc c'est très immersif. C'est aussi un peu le cœur de notre Votre ligne ligne éditoriale. Et par rapport à un Celestia, là, on va vraiment voir l'aéronef qui bouge sur la table avec des cités qui volent. Donc le retour de l'aéronef. Ah oui, le retour de l'aéronef. Et là, c'est un palais aéronef en plus. Alors, C'est encore mieux. on va vraiment le faire bouger, cet aéronef. Donc on va avoir l'occasion de le découvrir. Tout à Tu fait. vas nous le présenter Ouais. juste après. Canopea, ça arrive quand? Ça va arriver là, août, septembre, octobre. On ne sait pas encore tout à fait la date de sortie. Puis, Et les 2 autres jeux. Alors Denis, c'est maintenant. Normalement, vous regardez la vidéo, le jeu est quasiment disponible. ouais, ça va, il a été un tout petit peu décalé, mais ouais, Oui, il c'est sort en mai. annoncé en mai. Et puis, Carte Aventura, c'est en juin. c'est en juin. Les 2 premiers scénarios en juin, avec le mini-scénario qui va être disponible un peu partout. Puis Carte Aventura, on va alimenter la gamme, un nouveau en novembre, en février. Enfin, voilà. Ça, Eh ben, très bien. Merci pour cette présentation de toutes les nouveautés de la gamme. bah, merci à vous. On a fait le tour. Je crois qu'on n'a rien oublié. Eh ben, écoutez, alors, un grand merci. Nous, on va redescendre. On va manger. C'est l'un des bien, ça. intérêts du chalet. Et ensuite, on va tourner quelques vidéos. On va se faire plaisir. On va manger, on va jouer. C'est génial. Ah ouais. C'est Ça, c'est top. je suis super content de ce chalet. Donc, on va se retrouver, nous, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je tiens à remercier, avant que tu conclues, Tina Arena, quand même, Bien sûr, et et puis Thomas Thomas Pesquet, qui ont participé. Toi, Thomas. Thomas. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt. À À bientôt.